Mais alors, du coup, aujourd'hui, qui a le contrôle sur les ressources et qui devrait l'avoir? Je pense que c'est une question extrêmement compliquée. Il faut se méfier des choses simplistes, c'est les grandes entreprises ou c'est certains pays. Alors, il est sûr que certains pays ont de fait énormément de ressources. Et je pense que si on, pour le pétrole, par exemple, l'enjeu clé, ce sont des pays qui contrôlent manifestement les ressources. C'est l'Arabie Saoudite avec la compagnie Aramco, ce sont des compagnies nationales. Gazprom en Russie est une compagnie très liée au pouvoir russe. Sinopec en Chine est une compagnie nationale. Donc, je pense que les nations, sur certaines ressources, ont un rôle extrêmement important. Euh, Après, il y a un risque à une sorte de néo-mercantilisme où on pense que, si vous voulez, le contrôle des ressources est absolument clé. Il faut comprendre toute la géostratégie à partir de cette question-là. Je pense que ça pose un certain nombre de problèmes historiques et intellectuels. Je vous donne un exemple. Dans les années, donc en 2002, pendant la guerre du Golfe, à droite comme à droite comme à gauche, on disait: ah oui, c'est une guerre en fait pour le pétrole. C'est-à-dire les gens de gauche, c'était pour critiquer la guerre en Irak en disant c'est un truc impérialiste, c'est pour le pétrole. Et à droite, on disait ah il y aura des, enfin à droite, certains comment dire promoteurs américains néoconservateurs disaient ah il y aura un beau marché quand même, ça va être formidable pour les entreprises pétrolières. Et en fait, cette interprétation, quand on y réfléchit un petit peu, ne tient pas du tout. Mais alors pas du tout. Pour une raison assez simple, c'est que si vraiment l'enjeu c'était de produire plus de pétrole, c'était très simple. Il aurait suffi que le gouvernement américain lève l'embargo auquel il avait soumis l'Irak en fait. Et l'Irak aurait été prêt à accueillir des entreprises américaines pour extraire son pétrole national, comme on le fait dans tous les pays en général. Bon. Donc vraiment, il est probable que la guerre du Golfe, surtout la seconde guerre du Golfe, réponde à des buts essentiellement idéologiques des néoconservateurs américains qui étaient persuadés qu'ils allaient répandre la démocratie au Moyen-Orient. Il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire vraiment, ce qui nous paraît maintenant complètement idiot, c'était peut-être vraiment ça le projet. Il ne faut pas chercher, si vous voulez, une sorte de complot sous-jacent, le pétrole qui serait au cœur de tout. Voilà. Donc vraiment, le pétrole est, d'une certaine manière, c'est une matière première comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vendeurs de pétrole, énormément d'acheteurs de pétrole. C'est un marché relativement liquide. Penser que c'est vraiment la matière, l'alpha et l'oméga de toute la géostratégie est très, très problématique. Euh, et ça, enfin, je pense que cette obsession sur une vision de la géopolitique centrée sur les ressources, elle s'explique facilement parce que c'est un discours qui plaît à droite comme à gauche depuis le début du XXe siècle. À droite, la justification de l'impérialisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle reposait sur cette vision très matérialiste, ressourciste de l'économie. Si on fait la guerre à tel endroit ou si on veut coloniser tel endroit, c'est parce qu'on a absolument besoin de telle ou telle ressource. Et puis à gauche, la critique de l'impérialisme permettait de dire ah oui, la mission civilisatrice, c'est du flanc. En fait, ils veulent des ressources. Et en fait, je pense que dans les deux cas, c'est faux. Et pas mal d'impérialisme et de colonisation s'expliquent plutôt par des projets politiques essentiellement, et pas par des projets économiques. Si on prend le cas de la France et de l'Algérie, sur lequel je me suis un petit peu penché récemment, en fait, la colonisation de l'Algérie par la France ne s'explique absolument pas par des ressources matérielles stratégiques. Il y a la France importe très très peu de matière d'Algérie au XIXe siècle. De manière assez surprenante, en 1870, la France importe davantage d'Argentine que d'Algérie. Pourtant, l'Argentine, c'est loin, c'est pas sous domination française. L'Algérie, c'est tout près, c'est sous domination française. À part un minerai de fer de très bonne qualité qui se trouve en Algérie, il y a assez peu de choses vraiment stratégiques qui sont importées d'Algérie. Ça n'empêche pas que la colonisation de l'Algérie par les Français a été une catastrophe environnementale absolue, pour les raisons que je mentionnais au départ. C'est-à-dire pour soumettre les Algériens, les troupes françaises du milieu du XIXe siècle ont systématiquement ciblé l'environnement des Algériens. Et on a des textes assez effrayants en disant des soldats qui expliquent bah oui, on coupe systématiquement les vergers, on enlève le bétail, hein, on détruit les récoltes, et ça a eu des conséquences démographiques importantes sur la population algérienne. C'est pour ça que probablement que la population algérienne au début du XXe siècle n'a pas augmenté par rapport à 1830. Et donc ça a vraiment eu des conséquences graves. Il Alors, en fait, la réponse est, je pense que là, il faut être un peu, comment dire, modéré parce que les experts qui s'occupent de ces scénarios de neutralité carbone ont une vision systémique, c'est-à-dire ils regardent bien l'ensemble de l'économie. Le problème, c'est que ils arrivent assez vite à des blocages. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas décarboner. Ils utilisent un euphémisme qui s'appelle hard to abate sector, des secteurs difficiles à décarboner. En fait, c'est des secteurs qui sont impossibles à décarboner ou quasi impossibles à décarboner. Le ciment, l'acier est très très difficile à décarboner. L'aviation, évidemment, c'est le plus connu. Le transport maritime, ça va être très compliqué. Le plastique,
l'agriculture. On parle en fait de gros, gros secteurs vraiment lourds, quoi, qui pèsent très lourd. Et donc, pour compenser la permanence du CO2 dans ces secteurs-là, ils sont obligés d'intégrer dans les modèles énormément d'émissions négatives, c'est-à-dire des technologies fantasmatiques, qui, dans un futur, après 2050 ou autour de 2050, seront capables de récupérer le CO2 de l'atmosphère, de le pomper du ciel et de l'enfouir sous le sol. Et donc, ce faisant, on nourrit encore une forme d'optimisme technologique, effectivement, qui est trompeur. Et c'est pour ça, c'est bien parce qu'on introduit autant c'est des sortes de, comment dire, c'est des chevilles, quoi, dans les modèles, c'est grossier. On est obligé les modèles introduisent ces chevilles-là. Résultat, les questions de décroissance n'ont pas encore été abordées sérieusement par les économistes. C'est-à-dire, vous discutez avec des économistes, y compris qui se sentent écologistes. Ils disent, non, non, c'est pas une question de décroissance. On voit bien, il y a des pays dont la croissance augmente et les émissions diminuent. Certes, c'est vrai, il y a du découplage, mais évidemment que nos émissions sont liées à la taille de nos économies. C'est absurde de ne pas le dire et de ne pas le poser comme ça. Et donc, les questions de décroissance sont relativement peu traitées, et même les questions d'équité. C'est-à-dire, vous prenez les scénarisations net zéro, toujours ces modèles qui sont censés nous guider, en fait, et nous expliquer ce qu'il faut faire. Dans ces modèles-là, il n'y a pas de transfert massif économique et d'émissions entre les pays riches et les pays pauvres. C'est des modèles qui projettent les inégalités contemporaines dans le futur. Donc, c'est des modèles très occidentalo-centrés. Voilà. Donc, effectivement, je crois qu'on n'a pas du tout l'expertise n'a pas du tout été à la hauteur. Elle a nourri une confiance beaucoup trop importante vis-à-vis des technologies. Ce n'est pas normal que dans les rapports officiels, on parle autant d'hydrogène, d'avions à hydrogène, qu'on va pouvoir tout électrifier, etc. C'est pas sérieux. Il y a vraiment un gros problème dans ces rapports-là. Et je pense que de ce fait, on a une sorte de déresponsabilisation aussi de tout un chacun, puisqu'on imagine qu'il y a des grands experts qui sont en train de définir les solutions et qu'il y a des ingénieurs extraordinaires qui vont nous tirer d'affaire. Et c'est pas vrai, en fait. C'est très infantilisant. Infiniment plus tôt que la question de l'épuisement des fossiles. Et c'est vrai que les progrès technologiques dans l'extraction pétrolière ont été absolument spectaculaires depuis la fin des années 1970. C'est-à-dire, ils ont réussi à vraiment faire croître considérablement les réserves exploitables. C'est lié au choc pétrolier, c'est lié au fait qu'il y a eu beaucoup de R&D dans les entreprises pétrolières, et maintenant, elles sont capables d'aller forer très profond, puis partir à l'horizontale sur des kilomètres pour fracturer les roches et récupérer le pétrole. Cette révolution du pétrole de roche-mère, ce n'est pas une petite révolution. C'est vraiment une transformation profonde de l'économie du pétrole. Ça a eu lieu aux États-Unis, mais c'est duplicable. C'est-à-dire que ça commence déjà un petit peu en Russie, mais à terme, ça pourrait très bien avoir lieu au Moyen-Orient et partout en fait, où on a eu du pétrole conventionnel. Donc les stocks de pétrole sont encore très très importants et nous font largement sortir, si vous voulez, de nos objectifs climatiques. Et je ne parle même pas des stocks de charbon qui sont encore d'autres ordres de grandeur. Voilà. Donc j'ai envie de dire, d'un certain point de vue, malheureusement, parce que autant si on avait eu des problèmes de réserve, je pense qu'effectivement, on se bougerait pour faire une vraie, je ne sais pas si c'est une transition, mais en tout cas pour réduire drastiquement les émissions. Malheureusement, les ressources sont là et la contrainte climatique va se porter beaucoup plus fortement bien avant que la contrainte des réserves. Et en plus, elle touche d'abord, si vous voulez, le monde pauvre, parce que le changement climatique, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait des canicules très désagréables à Paris, mais à terme, ça risque surtout de faire monter le prix des denrées alimentaires. Et c'est ça qui est vraiment grave, d'une certaine manière. Or, le prix des denrées alimentaires, c'est vital, c'est important pour les pays pauvres, et puis pour les pauvres dans les pays riches, quoi. Donc, alors que la question de l'épuisement des ressources, ça toucherait fortement les pays industriels. Vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes pays impactés.